Bonsoir à tous. Ce soir, nous parlons de Berlin Alexanderplatz, livre de 630 pages, paru en 1929, dont l'auteur est Alfred Döblin, et que vous trouvez normalement au prix de 11 €. Alors, encore un livre dont on a fait film et série, hein, c'est quelque chose d'assez courant finalement. On a même eu droit à un remake récent où le héros principal est transformé en migrant. Bon, je ne l'ai pas vu, mais ça ne s'invente pas. Et en même temps, ma foi, il y a peut-être une raison, certaines histoires étant, j'imagine, intemporelles. Commençons, comme d'habitude, par l'auteur et le contexte. Alfred Döblin, que vous voyez ici, est un auteur important du XXe siècle allemand, pourtant probablement méconnu, vous me le direz, et dont les liens avec la France sont profonds par ailleurs. Forcés, mais profonds. Notre homme est né en 1878 à Stettin, aujourd'hui en Pologne, comme un rappel de mercredi dernier et du maréchal Pilsudski, dans une famille de la bourgeoisie juive allemande, s'installant à Berlin après que le père ait quitté le foyer familial, le tout dans une relative pauvreté subie cette fois. Ville de Berlin d'ailleurs dans laquelle il passera une grande partie de sa vie. Ayant suivi un cursus scolaire quelque peu chaotique mais réussi, il est médecin neuropsychiatre à partir de 1905, puis il se marie en 1911, je le cite, parce que ses enfants seront baptisés protestants. En parallèle, il a depuis longtemps entamé une carrière d'écrivain et journaliste et fréquente l'avant-garde littéraire de la capitale allemande avant que ne se déclenche le conflit mondial, premier conflit mondial qui ne le voit pas être combattant, mais médecin, notamment en Alsace-Lorraine, et un roman publié pendant la guerre, en 1915, lui assure, disons, une première notoriété et quelques prix, et il devient un homme établi dans le monde de l'écriture en Allemagne. Établi, ne nourrissant bien entendu pas son nom en ce temps. C'est simplement un nom que l'on connaît. Il est fatalement témoin des troubles qui suivent la Première Guerre mondiale à Berlin, où il a ouvert son cabinet. Sa sœur meurt d'ailleurs par hasard dans des combats le 12 mars 1919, et sa situation financière devient alors précaire. J'ai envie d'ajouter la situation financière de l'Allemagne en général est précaire. Il rédige de nombreux articles sur la vie quotidienne de la ville dans la République de Weimar qui commence, matière au futur livre dont nous allons parler, en prenant des positions très à gauche sans être spécialement bolchevique au fur et à mesure que le temps passe. Il traverse donc cette décennie 1920 en écrivain, une ascension continue dans le monde intellectuel de Weimar qui ne lui apporte cependant pas spécialement de grands succès littéraires et économiques. On dit toujours un petit peu la même chose sur ces écrivains. En même temps, la reconnaissance, le succès public, l'estime critique, la prospérité matérielle, tout ça ne chemine pas forcément de conserve. Tout change avec Berlin Alexanderplatz, publié en 1929. Succès mondial, révolution littéraire aussi, je pense qu'on peut le dire, on y viendra, qui fait définitivement de lui un grand écrivain reconnu. À titre d'exemple, 50 000 romans seront vendus en Allemagne en 3 ans, et croyez-moi, en ces années-là, s'acheter un livre n'est sans doute pas la priorité du citoyen commun. C'est donc l'apogée de sa renommée qu'il met au service de l'opposition au national-socialisme, bien que le livre eût été critiqué bien aussi bien par la droite conservatrice que par les bolcheviks, surtout par les bolcheviks d'ailleurs, il faut l'admettre, puisqu'avoir un héros du lumpenprolétariat le plus marginal n'était sans doute pas très doctrinalement recommandable, hein. Un ouvrier héroïque et membre du parti eût été mieux, mais que voulez-vous, personne n'est parfait. En 1933, avec l'accession au pouvoir d'Hitler, étant menacé, je rappelle qu'il est juif et de gauche, ce qui fait deux défauts, ou en tout cas au moins un de trop à cette époque, eh bien il quitte l'Allemagne pour la France, dont il obtient la nationalité en 1936. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il travaille pour la propagande française,
se retrouve après l'armistice dans un camp de réfugiés à Mende, où les messes de la cathédrale vont le marquer profondément. Et il arrive, heureusement pour lui, à quitter le pays grâce au consulat américain de Marseille en juillet 1940. Il se rend ensuite aux États-Unis où il travaille comme scénariste et se convertit au catholicisme avec sa femme et un de ses fils en 1941. Ce qui sera par ailleurs très mal vu par la communauté juive sur place et en exil. Vous connaissez sa tolérance immense au goyim. C'est comme ça, que voulez-vous, il y a des gens que la charité et l'amour de son prochain attirent et d'autres non, c'est ainsi. Sa période d'exil est néanmoins délicate, ne parvenant pas à publier, survivant difficilement, accumulant une certaine rancœur envers d'autres écrivains exilés comme Thomas Mann, bien sûr, dont nous avons parlé il y a quelques semaines. Il n'empêche que tout a une fin, y compris la guerre, sauf la guerre, Dieu merci si. Et il revient en Europe en octobre 1945, où il travaille encore pour l'administration militaire française à Baden-Baden. En tant que censeur, il faut le dire, s'opposant notamment à la republication d'auteurs comme Junger, par exemple. Ça n'est sans doute pas le meilleur des métiers, que voulez-vous, en 1945, il ne sera pas le seul à l'exercer. Il est finalement autant déçu de la restauration politique conservatrice en RFA que du dogmatisme en RDA, dont il décline les appels du pied. Il revient alors en France pour quelques temps et finit hospitalisé en Allemagne où il meurt en 1957, sa femme se suicidant quelques mois plus tard à Paris. Les deux sont enterrés dans les Vosges, à Oussera. Alors pourquoi cette commune de 500 habitants ? Eh bien tout simplement parce que c'est là où s'est suicidé leur fils Wolfgang à 25 ans, mathématicien de génie, c'est un fait, engagé par ailleurs dans l'armée française comme simple soldat, décoré de la Croix de guerre, ayant réussi à envoyer du front le résultat de ses derniers travaux à l'Académie des sciences, et bien se suicidant enfin pour ne pas tomber aux mains des Allemands pendant la déroute. Döblin fut, tout au long de sa carrière, un écrivain prolifique, qui a rédigé des œuvres dans tous les styles et sur tous les sujets. Il a vraiment des livres très dissemblables, mais c'est sans doute aucun Berlin Alexanderplatz qui est son œuvre la plus connue, voire même peut-être la seule, ce qui s'explique autant par le thème, le roman de la ville, que par le style, disons moderne et sans aucun doute novateur. Le contexte de parution est assez simple à restituer. Nous sommes en 1929, à la confluence de plusieurs éléments. Politiques d'abord, nous sommes alors au moment de la parution en 1929, au moment de l'écriture en 1928, c'est le triomphe de courte durée certes de Weimar. Weimar qui sera bientôt englouti par la crise économique et les populismes que vous connaissez. Et ce double mouvement de triomphe et de montée, disons, du danger politique entraîne fatalement une ébullition mentale entre triomphalisme, volonté de jouissance et inquiétude. Le deuxième contexte est artistique. C'est le temps du modernisme, de la ville tentaculaire, du métropolis de Fritz Lang que j'ai mis en illustration. C'est le temps de l'avant-garde allemande, de toute cette lumière, de toute cette publicité, mais aussi du modernisme littéraire. Je rappelle que l'Ulysse de Joyce a, j'allais dire même pas 10 ans, mais 5 ans au moment de l'écriture, et a sans doute inspiré Döblin. De même d'ailleurs, il faut le dire que la traduction en français, en tout cas, rappelle largement l'oralité écrite d'un Céline, ou plutôt d'ailleurs le contraire, d'ailleurs, vu les dates de parution, on y reviendra dans la dernière partie. Et enfin, le troisième contexte est personnel, alors je parle de Döblin bien entendu, c'est l'aboutissement d'un travail de l'auteur dans lequel Berlin a toujours occupé le centre de son regard et l'aboutissement aussi d'un style qui transparaît dans tous ses travaux précédents. Vous l'avez compris, donc le contexte est triple, mais je crois que si les deux derniers auraient pu être isolés et individualisés, le contexte personnel et le contexte, disons, artistique, à d'autres moments ou en d'autres lieux, il est évident que l'on ne peut faire de Berlin Alexanderplatz qu'un livre de l'Allemagne des années 20, cette Allemagne de l'ordre et du désordre, des grands anciens et de la révolution, de la désinhibition, de la misère, ce bouillonnement si particulier qui produit des œuvres très divergentes, encore une fois, on le verra au moment de dire ce que l'on en a pensé. Mais alors en quelques lignes, que raconte ce livre ?
Eh bien, l'histoire qui nous est contée est celle de la sortie de prison d'un ouvrier, Franz Biberkopf, sorti de prison après une peine de 4 ans pour homicide involontaire sur sa compagne, entre guillemets. Enfin, involontaire parce qu'on n'est pas censé tuer quelqu'un en lui pétant la gueule, bien entendu. Il se promet de rester honnête, mais sa rencontre avec un souteneur le conduit à une lente déchéance et il se rend compte qu'il ne saurait échapper, si ce n'est à la mauvaise vie, au moins au malheur que la vie sème sur sa route. Nous allons donc assister à la descente aux enfers d'un homme pour qui la rédemption ne saurait être que le fruit âpre d'un arbre lointain. C'est une aventure, comme Les âmes mortes, qu'on a vu il y a pas longtemps, et comme le rappelle le sous-titre de l'œuvre, Histoire de Franz Biberkopf, comme Les âmes mortes présentait en sous-titre le nom de Tchitchikov. Alors, que se passe-t-il sur la Berlin Alexanderplatz ? Je cite. Ce livre relate l'histoire d'un ancien cimentier et débardeur, Franz Biberkopf, à Berlin. Il vient de sortir de prison où des incidents passés l'avaient conduit, et il se retrouve de nouveau à Berlin et veut être honnête. Aussi bien, il y parvient au début. Nous trouvons donc notre homme parti de cette prison de Tegel après 4 années d'enfermement. Je le cite. « Ça je sais, soupira-t-il à part soi, qu'il faut que je rentre là-dedans et qu'il m'en lâche. Fallait bien qu'il me relâche, la punition était finie, c'est régulier, le bureaucrate fait son devoir. Je rentre là-dedans, je rentre. Mais je préférerais pas, mon Dieu, je peux pas. » Et oui, 4 ans réguliers en prison, ça change un homme dur de se démerder dehors. Où aller ? Que faire et comment se retrouve-t-on sur le sofa d'un vieux rabbi ? Eh bien, les hasards de la liberté qui enivre et il faut se remettre de ses émotions. Je le cite. « Je m'appelle Biberkopf, Franz. C'était chic de votre part de m'avoir accueilli. J'ai joliment déraillé tout à l'heure dans la cour. Là, bon Dieu de bois, ça passera. » On retrouve ses esprits donc et on s'échappe. Vous voyez ici la Berlin Alexanderplatz. La liberté donc, le cinéma, les envies qui reviennent, une bonne femme. Bon, on va pas voir les meilleures, mais celles qui sont là pour soulager l'homme de sa misère. Elle était grosse et lente, petite. Il fallut d'abord qu'il lui donne les 3 marques. Elle les remisa soigneusement dans la commode. Malheureusement pour lui, à peine sorti de prison, tout le corps n'est pas encore libre, encore moins d'ailleurs que l'esprit. C'est toute l'histoire triste que peut-être vous connaissez des fonctions érectiles. Que lui reste-t-il alors ? Eh bien je le cite à nouveau. Maintenant, je vais rien faire d'autre à longueur de journée que bouffer, picoler, dormir, et la vie est finie pour moi. Mais alors pourquoi est-ce qu'on en est là ? Pourquoi est-on allé en prison et qui est responsable ? Toujours Ida. Qui sinon ? Je lui ai fracassé les côtes autrefois, la sale bête. Pour ça que j'ai dû aller au trou. Mais notre Franz, malgré tout, reprend pied à Berlin et profite de ses quelques sous de côté. Promis, on sera honnête. Ah, excusez-moi. C'est rare que ça m'arrive. Un coup de téléphone intempestif qui interrompt la restitution. Terrible. Je cite. Ainsi, l'ancien cimentier et déménageur Franz Biberkopf, un homme fruste, mal dégrossi et d'aspect bien repoussant, est de retour à Berlin et dans la rue. Un homme, dont une jolie jeune fille issue d'une famille de serruriers s'était entichée autrefois, dont il fit alors une putain et qu'il blessa pour finir mortellement lors d'une rixe. La brièveté de l'histoire aurait eu l'avantage d'un dénouement heureux. Mais, comme vous le savez, la grâce est toujours brève et l'histoire malheureusement est longue. Pour le moment, laissons notre Franz aux côtés de sa régulière, Lina la polonaise, laissons-le à son travail honnête de vendeur de vêtements, ou bien de vendeur de journaux, mais des journaux de PD, non merci mon vieux, très peu pour lui. On survit le jour, on vit la nuit, Berlin est un zoo. Les Polonais, les Français, la patrie, tout ce pourquoi on a saigné, voilà la gratitude de la nation. Alors, je cite, Franz vend désormais des journaux Völkisch. Il n'a rien contre les juifs, mais il est pour l'ordre. Il faut de l'ordre au paradis. Ça, chacun le voit sans contredit. Et le casque d'acier, les gaillards, il les a vus. Et leurs guides aussi, c'est pareil. Alors on porte un brassard, comme vous le savez, du noir, du rouge et du blanc, et advienne que pourra, même si on doit faire quelques esclandres contre les bolcheviks. Qui pourrait arrêter un tel homme ? Je cite. Ce Franz Biberkopf, anciennement cimentier, puis déménageur, et ainsi de suite, désormais marchand de journaux, pèse près d'un quintal. Il est fort comme un cobra et de nouveau membre d'un sporting club. Vous ne trouverez guère d'argent sur lui, ça va, ça vient en permanence, toujours en petite quantité, mais néanmoins que personne ne s'avise de l'asticoter.
Malheureusement pour lui, notre homme se voit porter ici le premier coup par la vie et ses résolutions tanguent. Doublé par un copain, une affaire honnête, une bonne affaire entre lutinage et poignée de marque. Alors on se tire. On quitte tout le monde sans rien dire, impossible de mettre la main sur Franz dans tout Berlin. Roupillé et rêvassé dans une piole pendant des semaines, qui ça regarde après tout? Je cite. Le soleil se lève et se couche, les journées claires arrivent, les poussettes roulent dans la rue, nous sommes en février 1928. De sa fenêtre, Bieberkopf est libre d'assister au larcin en bas. L'homme est comme ça, on n'y peut rien, faut qu'il rapine. On n'a rien sans rien, dit le voleur, on n'a rien sans rien, dit le gardien d'immeuble, et tout marche de concert. C'est ça les crimes à Berlin, des affaires de commun accord. Franz Bieberkopf voit le gardien et sa rombière se faire pincer. Alors, oui, vous pouvez m'aider, vous savez peut-être à quoi ça ressemble un homme en dedans. Les v'là, les vrais petits bourgeois, planqués derrière leur poêle. Ils filoutent, mais eux on les pince pas. Les filouteries de ces salauds-là, c'est pas croyable. Malheureusement, la situation se tend pour lui, plus un sou en poche. Qu'on veuille ou qu'on veuille pas, eh bien, faut trouver un moyen, alors on se remet à vendre des journaux, pourquoi pas. Voilà qu'on se trouve des copains aussi, et peut-être pas les meilleurs. Je cite. Franz Bieberkopf venait de mettre les pieds dans une société trouble. La plupart ici étaient curieusement dans les fruits. Les affaires étaient florissantes, le petit au visage rouge écrevisse les approvisionnait, c'était lui, leur grossiste. Alors, puisqu'on n'a plus de pognon, il faut du concret. Franz sort de chez lui, d'ailleurs on le trouve plus, on croit déjà qu'il se débine, à l'ancienne, mais non, c'est autre chose qui lui est arrivé. Je cite. Il était 10h moins le quart, dimanche terrible. À cette heure précise, Franz, dans un autre coin de la ville, gisait déjà sur le sol, la tête dans le caniveau, les jambes sur le trottoir. Mais alors pourquoi ce sort funeste ? Eh bien, on veut rendre service, on veut trouver du boulot et on se retrouve dans des affaires louches. On croyait charger des fruits et légumes, mais c'est de la rapine dans laquelle on est embarqué. Et Bieberkopf finira balancé de la voiture des malfrats par son copain Reinhold. Qu'est-ce que vous voulez, c'est ça de vouloir être honnête. Il n'y a pas de justice dans le monde, mais Bieberkopf n'est pas mort pour autant. Je cite. Le bras droit est scié au niveau de l'articulation scapulo-humérale, on procède à une résection de la clavicule. Faut pas chercher, il balancera pas le salaud qui l'a viré de la bagnole. On doit jouer les équilibristes entre la bande qui a fait le coup et les copains qui voudraient le venger, mais lui, c'est plus son problème. Lui, il retourne à la conquête de Berlin. Quelque chose a changé en lui. Travailler, foutaise, de l'argent. Gagner de l'argent, c'est d'argent que l'homme a besoin. Maintenant, vous verrez Franz Bieberkopf en rustler, en criminel. L'homme nouveau a un métier nouveau, bientôt ce sera pire encore. Complet d'été, croix de fer, faux papier, notre homme est mûr. On trouve même une petite, une perle. Elle monte une perle qu'elle fait la retape sans qu'on lui demande pour pas laisser son homme se tuer à la tâche. À quel niveau se trouve maintenant notre Franz Bieberkopf ? Comme il va bien, comme tout a changé. Il était à 2 doigts de la mort, comme il s'est élevé. Il est revenu à sa première vie, seulement un bras lui manque. Et tout, les macros n'en ont pas de bras. Pas besoin de bras pour nager en eau trouble. Plus dur sera la chute. Travail honnête, travail malhonnête, qui est juge ? Peut-être les idéologues, mais pourquoi s'emmerder avec la politique ? Pas besoin de politique et pas besoin qu'on s'emmerde à nous dire quoi faire. Je le cite. Oui, maintenant on me dit recommence, arrête, recommence, comme si j'étais un bon chien. Monte sur la table, descends de la table, monte sur la table. On lui a pas laissé tenir sa promesse de l'honnêteté, bah tant pis, à d'autres. Et voilà que notre Franz repart dans la cambriole avec la bande qu'il a balancée de la bagnole. Impossible de savoir ce qu'il a en tête, ce bonhomme-là. Certains, en aparté, y ont vu du homo-érotisme. Je passe là-dessus, j'en reparlerai pas après, mais pourquoi pas. Rien n'y incite chez l'auteur, mais on ne peut pas le nier non plus. En même temps, faut bien qu'il paye le fait d'être psychiatre par de la psychologisation de personnages de comptoir. Mais, disons-le dès maintenant, il y a quelque chose effectivement d'inconfortable avec le personnage principal. On y reviendra, passons pour le moment. Entre une raclée et une réconciliation avec sa régulière, on serait bien en peine de le savoir nous-mêmes ce qu'il a dans le crâne. En plus, voilà qu'elle se fait séduire l'ordure. C'est comme ça, les bonnes femmes, ça passe de main sale en main sale. Mais non, elle n'est pas séduite, la pauvrette, c'est une martyre, elle se fait juste assassiner par le salopard de Reinhold. Un bras pris lui aura pas suffi. Je cite à nouveau. Franz Bieberkopf a reçu le coup de marteau. Il sait qu'il est perdu. Il ne sait toujours pas pourquoi.
Mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec cet homme-là? Le malheur s'acharne sur lui. La mise sera morte. C'est le guignon qui le poursuit. Mais Reynolds n'était pas seul dans le coup et les embrouilles de bande sont propices aux langues bien pendues, alors on déterre la petite avec la police. Fin tragique. Elle fut fracassée parce qu'elle était là, par hasard auprès de cet homme, et c'est la vie. C'est dur à concevoir. Et voilà qu'en plus la photo de Franz apparaît à côté de celle de l'assassin. Complice, qu'on dit. Complice de rien du tout, mais on se lasse du sort qui s'acharne. On cherche le coupable, mais pourquoi faire? On en a fait suffisamment. Les flics l'attrapent de toute façon, alors faudra payer. Je cite. Et maintenant, le parcours terrestre de Franz Bieberkopf est terminé. Il est temps désormais de le fracasser. Le Reynolds, l'assassin, véritable, il a été plus malin, il s'est fait poisser sous un faux nom pour vol. Encore en prison qu'on est le plus à l'abri de la police, 4 ans et c'est marre, pas cher payé. Mais le monde est ainsi fait que les proverbes les plus stupides ont finalement raison, et quand un homme se dit « maintenant c'est bon », c'est loin d'être bon pour autant. À taper dans l'arrêt d'un codétenu libéré et à avoir pas su tenir sa langue, le faux nom utilisé par Reynolds s'ébruite et le voilà saisi pour meurtre. Bieberkopf, lui, finit à l'asile. Mutique, le bonhomme, attend. Il pleure sur la souffrance et sur ce qu'elle fait, et aussi sur lui-même. Qu'il ait fait tout ça et que ça ait tourné comme ça, voilà ce sur quoi pleure Franz Bieberkopf. Et finalement, notre héros sort de l'asile, pénalement irresponsable qu'on a dit de lui. Et c'est la fin de notre récit. Juste après le procès, on propose à Bieberkopf un emploi de concierge auxiliaire dans une modeste fabrique. Il accepte. Nous n'ajouterons plus rien ici sur sa vie. Voilà qui clôture donc cette histoire. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est important et qu'en ai-je pensé? Permettez-moi de citer un nouveau l'auteur. C'était donc la chute de Franz Bieberkopf telle que j'ai voulu la décrire depuis le jour où il quitta l'établissement pénitentiaire de Tegel jusqu'à sa fin à l'asile d'aliénés de Bourg pendant l'hiver 1928-1929. Voir et entendre ceci sera profitable à tous ceux qui, tel Franz Bieberkopf, logent dans une peau d'homme et ne diffèrent en rien du dit Franz Bieberkopf, exigent de la vie davantage que le pain quotidien. Alors, première chose, on peut comprendre que l'œuvre soit déstabilisante avec, sur la forme, les multiples points de vue, le passage de la troisième à la première personne, au monologue intérieur et au discours du narrateur qui lui-même alterne les attitudes et les styles, les effets d'insert aussi, articles de journaux, réclames et autres ajouts complètement extérieurs aux aventures principales. Enfin disons parfois extérieurs et parfois servant à propulser les aventures du héros. Technique dite du montage permet le temps bien d'alterner les registres, mais qui est susceptible de décontenancer franchement le lecteur. On a presque un brouhaha audible à l'œil, si vous me permettez, et ça peut être très étrange. On a un style très très particulier aussi, de la traduction très argot, ce qui s'explique facilement par une volonté de coller au dialecte populo de la pègre, qui est aussi une forme d'expression artistique du langage. On est à mi-chemin entre un Céline de comptoir pour l'oralité du langage et une structure détraquée à la Joyce. Objectivement, il est probable, si ce n'est possible, je ne sais pas, je ne peux pas dire probable, mais il est possible en tout cas que la traduction en français trahisse quelque peu l'esprit et ne puisse rendre aussi bien l'écriture de l'auteur comme il l'a voulu dans sa langue natale. Ce qui doit revenir peu ou prou à faire le même exercice à l'inverse et à traduire Céline en allemand, j'imagine, hein, toute chose étant égale par ailleurs. Et d'ailleurs, pour revenir sur un autre aspect de la forme, Döblin a réécrit un peu son œuvre après avoir lu Joyce, même si la question est encore largement débattue, on ne peut pas forcément le certifier, mais tous ceux qui ont lu les deux, à mon avis, le ressentiront. Donc un rythme et un style qui peuvent vraiment déstabiliser, et comme l'Ulysse, bien une œuvre dans laquelle on peut avoir beaucoup de mal à rentrer. Enfin, Joyce est d'un autre niveau. J'ai lu l'Ulysse de Joyce qu'une seule fois, ça fait partie des livres sur lesquels je me tâte pour une restitution parce que c'est très difficile et c'est une lecture vraiment très 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 difficile. Donc à voir si j'ai même envie de le relire. On verra. Toujours est-il que c'est de la précision en fait. Autre
Point d'ailleurs de lien avec Céline et Joyce, mais bien cette précision donne volontairement un aspect foutraque, comme la ville. Comme la traduction d'ailleurs qui insiste, comme je l'ai dit, sur l'argot certes, mais aussi sur un rythme très hétérogène pour faire penser à la ville. Donc bon, si vous êtes critique littéraire, vous viendrez nous vendre le modernisme, l'innovation et le langage expressif, la poésie structurelle ou que sais-je, mais vous ne l'êtes pas et moi non plus. Donc vous verrez plutôt un ensemble dissonant. Mais une fois qu'on est dedans, le mal s'apaise. Ça se lit assez bien après une cinquantaine de pages de familiarisation. Je trouve vraiment le début effectivement assez délicat à appréhender, et je pense vraiment que c'est le genre de livre qu'on est tenté de laisser tomber après 50 pages. J'en suis même quasi certain. Ce serait un peu dommage sans que ce soit la fin du monde non plus. Ceci étant, une fois qu'on y est, les 600 pages passent assez vite en termes de temps de lecture. En fait, ça demande de ne pas laisser tomber et d'y aller à fond. Et alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un récit épique de la rue. Ce sont les héros populaires du monde des trimards du quartier de l'Alexanderplatz et de la délinquance, politique et publicité dans les rues devenues folles, guinguettes, abattoirs, dancing en fumée, prix, correspondance, catalogue, poésie, des additions d'images et des constructions de phrases mouvantes. J'ai parfois pour ma part été enthousiasmé à certains moments et à d'autres lassé, et d'ailleurs cette ambivalence on la retrouve aussi chez Bieberkopf qui est autant un gros bonhomme courageux qu'une lavette qu'on a envie de secouer, autant un type honnête qu'un souteneur et tutti quanti. C'est un livre d'un autre temps, du monde populaire, peut-être fantasmé aussi ce dernier. Döblin dit avoir été inspiré de son métier de médecin qu'il a mis en contact avec un grand nombre de criminels, très certainement, mais ce n'est pas non plus du vécu. Néanmoins, cela reste la description, et on en verra la traduction géopolitique quelques années après, la description d'un temps dur, de la violence, et où surtout nécessité fait loi pour les hommes comme pour les femmes. Le jugement est laissé à la bourgeoisie, à ceux qui ont le choix, à nous, qui deviendrons cette classe moyenne capitaliste. Eux ne jugent pas. Tant qu'il y a nécessité et moyen, il y a fin acceptable en amour et en argent. Tous les personnages sont des exclus, des criminels, des putes, des rustlers, des homos, des vétérans ou des juifs. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, c'est plus un récit de la rue et du populo que du roman noir de la pègre avec un père et mitraillette. On est plus sur le schnapps et les lits aux taches de sueur, c'est pas flamboyant, c'est poisseux, c'est la survie des laissés pour compte, pas la braque de luxe du contrebandier. C'est d'ailleurs là aussi un peu célinien, ce côté populo, naturaliste aussi, même si chez Döblin on est à Berlin déjà, mais on est surtout un petit peu plus dans la délinquance que dans la débrouille, même si certains parleront des événements londoniens, c'est tout à fait vrai. Après, il y a des similitudes, les deux héros sont des hommes de guerre de la même époque, avec un anti-héros un peu pathétique, et Döblin comme Céline d'ailleurs sont des médecins, mais bon, passons. Disons que d'un point de vue du style, il ferme eh bien, cette parenthèse ouverte par Joyce et Proust qui ont explosé le style et ont transformé le réalisme littéraire en sensoriel. C'est donc un livre assez cru, non pas dans le langage et les actes, mais dans les rapports humains, un livre qui ne plaira pas aux plus progressistes d'entre vous, les femmes y sont des livres de viande ravis de l'être. Nonobstant, après l'aventure de la rue, le roman est aussi bien entendu une critique sociale, un hommage aux petits et à ceux que le sort et la fatalité condamnent à la fange. Sans que ce soit d'ailleurs populiste et béat non plus, Bieberkopf et les autres se laissent tranquillement naviguer sur la pente, ils choisissent parfois leur sort et portent finalement une large part de responsabilité. Et puis, ils sont des marginaux, ce ne sont pas des gens intégrés qui connaissent la misère sociale. Le thème biblique et religieux est d'ailleurs très présent dans le livre, outre étage dans les leitmotifs, mais aussi d'ailleurs dans la relation entre Reinhardt, ce méchant, et Bieberkopf. On a ce diable et l'innocent séduit, on a cette prostituée de Babylone qui poursuit Bieberkopf comme la mort, comme Job, sa figure. C'est d'ailleurs presque une parabole, on rappelle encore une fois que l'auteur se convertira au catholicisme. Alors, sur un point, je vais être assez clair. Ce qui m'a intéressé à la base, quand je l'ai acheté il y a des années, c'est aussi ce contrepoint au réprouvé paru lui en 1928. Alors certes, le propos est différent, mais cela reste deux visions de l'Allemagne au même moment, une de droite révolutionnaire et nationaliste et une de gauche, disons, engagée d'un auteur juif. Je trouve le contrepoint nécessaire, ça me tentait considérablement d'avoir à vous présenter cette autre Allemagne des années 20.
Et surtout, autre point commun, Berlin-Alexanderplatz, c'est un roman de la ville, comme la ville de Van Salomon, la métropole est le personnage caché, personnage qui certes a peut-être quelques facilités, c'est celle qu'on connaît, l'Allemagne des cabarets, de la pègre, des nuits de Berlin, mais comme le monde de Van Salomon, qui est celui du désordre par l'ordre, a quelque chose de connu pour nous en annonçant ce qui viendra, eh bien c'est un peu pareil ici, ce sont les deux faces d'une même pièce. Nous sommes en 1928, pour la parution des Réprouvés, qui raconte bien entendu aussi toute autre chose. Dans les deux cas, nous sommes avant la crise, avant la grande phase de trouble, nous sommes en plein pinacle de Weimar, et ce pinacle eh bien, n'est pas celui des petites gens partout, c'est la crasse, c'est la misère, ce sont les meurtres atroces, la lutte pour la survie et la bectance, et quelque part la défaite que signalent les dernières lignes de Van Salomon à sa sortie du pénitencier, eh bien, ça ne reprend pas par une victoire chez Döblin, avec un personnage d'ailleurs qui, bien, dans les mêmes conditions, et finalement on se rend compte que rien n'a changé et que tous sont des vaincus. Le bouleversement politique, on le connaît, on sait où l'on va, nous sommes les maîtres du fin mot de l'histoire, mais connaît-on vraiment les hommes ? Partout, dans toutes les œuvres de ce temps, sont dépeints les éléments qu'un mouvement politique saura simplement réunir mieux que les autres quelques années plus tard. Finalement, l'aventure de Bieberkopf est celle d'un homme face à la fatalité, prenant la forme du crime et de la pauvreté, et surtout de la duplicité des gens autour de lui. Il a quelque chose de simple, peut-être même quelque chose de sain, et le monde autour de lui est pourri. Mais il est aussi un passif, il est aussi un fataliste, une victime, et ce d'ailleurs même s'il se bat, peut-être est-il dépassé par autre chose, on va y venir. Une vie désespérée donc, une vie apte à attirer, c'est la forme pure d'un anti-héros par ce qu'il est, par ce qu'il vit, jusqu'à l'ironie et la distance du narrateur. C'est presque un prince Mishkin dans le Berlin des années 20, le péché en plus, la crasse partout et un attentisme qui n'a absolument rien de christique. Quant à savoir ce qu'est le livre dans sa substance, bien c'est délicat. Est-ce que c'est un roman d'éducation finissant par une guérison ? Est-ce que c'est un roman sur le milieu, la pègre ? Est-ce que c'est un roman social de Weimar ? Est-ce que c'est la représentation de la volonté contrainte d'élévation et de réinsertion des anciens combattants ? Un roman de criminalité, un roman d'amour, un roman du salut ou simplement un roman de cette ville tentaculaire ? Un roman aussi de l'homme simple, eh bien c'est difficile de le définir clairement. Ce sera une qualité ou un défaut selon le lecteur. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'une morale que j'apprécie dans l'œuvre, sans avoir apprécié le héros du tout d'ailleurs, ni le livre, enfin en tout cas le livre pas plus qu'un autre, ne fera pas partie de mes œuvres préférées, mais on en revient à la parabole, c'est que bien le fatum emporte tout. Ce qui rejoint la construction du roman où chaque chapitre annonce d'avance ce qui va arriver. Ce qui doit arriver est déjà écrit, mais l'on doit quand même lutter de toutes nos forces avant de s'y soumettre. L'un n'empêche pas l'autre, c'est ce qui fait notre libre arbitre et fonde notre volonté, peu importe les conséquences de ces actes et le monde dans lequel on se meut. Alors, comme d'habitude, terminons par une phrase et une note. La phrase, je vous la cite. Les travailleurs allemands prennent encore et toujours leur bulletin de vote et vont dans l'isoloir, ils glissent dans la fente et pensent que le tour est joué. Ils disent « Nous voulons faire retentir notre voix au Reichstag ». Ma foi, qu'ils s'empressent de fonder une chorale. Quant à la note, eh bien, la note, ce sera de berlingot sur 10. Voilà. Comme d'habitude, nous terminons par une note tout en gaudriole. Alors, pour la suite du programme, mercredi, nous nous retrouvons avec Skiros et Idargos pour parler des groupes surcotés. Donc on verra ce que ces derniers ont à en dire, ce sera leur travail. Vendredi, pas de vidéo, ce sera samedi la fin de notre GPO sur Crusader Kings 2. Et dimanche, vidéo historique, nous continuerons notre périple italien par la campagne napoléonienne en Calabre. Donc ce sera l'occasion de faire un tout petit saut temporel après le sanfédisme, quasiment une suite directe. Et nous parlerons donc de cette campagne en particulier. Et nous n'avons plus de vidéos littéraires avant un certain temps.
puisque sauf erreur de ma part, j'y reviendrai hein, lors de la prochaine vidéo historique sur les vacances qui viennent, mais pas de vidéo avant le 9 août, sauf que le 9 août c'est un onanisme et découverte, le 16 une vidéo historique, donc pas de vidéo littéraire avant le 23 août, donc vous avez un petit mois de répit pour réviser vos classiques. Et nous reprendrons les vidéos littéraires le 23 août. Entre-temps, nous aurons bien entendu de quoi se remplir l'esprit. Voilà. Bien, voilà pour ce soir, voilà pour cette plongée dans l'Allemagne de la fin des années 20, avec un livre assez particulier, une forme sans aucun doute novatrice, alors certes, très certainement inspiré de Joyce, hein, ça me paraît assez clair, en tout cas à la lecture c'est quelque chose qui interpelle, avec une oralité qui parfois fait penser effectivement à un Céline avec de l'avance, et sur le fond, écoutez, une histoire assez classique de la pègre, qui souffre à mon avis quand même de certaines faiblesses au travers de son héros, dont certains comportements, alors encore une fois on en revient à ces paraboles un petit peu religieuses, il a quelque chose effectivement du pardon, mais tout de même on est sur certaines, à mon sens, incohérences de lecture qui m'ont un petit peu dérangé, ou en tout cas un héros qui, comme certains autres héros de littérature, provoque un certain malaise et un manque d'attachement et d'empathie, ce qui rend difficile parfois de rentrer dans le roman au-delà de sa forme un petit peu particulière. Voilà. Bien, je crois que tout est dit. Écoutez, on se retrouve mercredi et on parlera donc musique, ce qui arrive de temps en temps, ce qui est une bonne chose. Et puis ma foi, eh bien, il me reste à vous souhaiter un excellent début de semaine. Je vous dis à mercredi et d'ici là, bien entendu, comme d'habitude, portez-vous bien.